Bonjour. Cette présentation porte sur une technique de spéculation financière qui est beaucoup décriée ces dernières années pour son rôle dans les différentes crises financières. Je vais commencer par une petite histoire pour permettre une meilleure compréhension de cette technique boursière. À travers ce récit et d'autres exemples que nous allons voir par la suite, nous devrions être capables de juger du caractère manipulatoire ou non de cette pratique. Alors, le jeudi 6 mai 2010, à la bourse de New York, en quelques minutes, l'indice Dow Jones a chuté de 10% et plus de 800 milliards d'euros se sont envolés. Ce montant perdu représente plus de 2 fois les dépenses totales de l'État français en 2012 et plus de 47% de la dette de la France. Les autorités de régulation des marchés financiers américains, la SEC et la CFTC, ont mis en cause une technique d'achat et de vente sur le marché financier qui repose sur des ordinateurs capables d'exécuter des ordres à toute vitesse sur une échelle de temps qui se mesure en fait en millièmes de seconde. Donc ce 6 mai 2010, par cette technique, un courtier d'une société d'investissement basée dans le Kansas ordonne la vente de 75 000 contrats à terme d'une valeur totale de 4 milliards de dollars. La société qui a passé cet ordre venait de mettre au point en fait un nouvel algorithme de traitement des ordres d'achat et de vente très performant, puisque l'ordre de vente de ces milliers de contrats a été exécuté en 20 minutes, alors que ce type d'opération demandait près de 5 heures auparavant. Alors, l'ordinateur qui exécute l'ordre était programmé pour vendre chaque minute un volume de titres correspondant à 9% de la totalité des titres qui se sont échangés sur le marché la minute précédente. Par exemple, si à 10 heures, 10 000 titres ont été échangés, alors à 10 heures, 1 minute, l'ordinateur devait vendre 900 titres, ainsi de suite. Miracle de l'informatique ou simple malchance, le fait est qu'un bug s'est manifesté au niveau de l'algorithme. Alors, le prix de vente des titres n'a pas été précisé. 75 000 contrats sont largués sur le marché avec une valeur, mais sans prix de vente. Comme diraient les pessimistes, une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule. Alors, il se trouve que cette journée était très défavorablement typée, car nous étions en pleine crise grecque et donc dans un climat d'inquiétude. Alors, le cours des titres émis sur le marché se met à baisser très rapidement. Alors, il y a un mouvement de panique qui s'est créé. Ce mouvement fut suivi par une vente en cascade, alimentée automatiquement par des logiciels de courtage eux aussi ultra rapides. Le rapport des autorités de régulation des marchés américains note qu'en 14 secondes, les titres ont changé 27 000 fois de main. Pour mieux percevoir l'ampleur de la baisse générale des cours, un exemple très significatif est le cas du cours de la société Apple qui perdit 23 $ en 2 minutes, alors que ce titre est négocié sur le marché des actions de Wall Street et non sur le marché des contrats à terme qui se trouve à Chicago et qui est à l'origine du mouvement de panique. Au final, les contrats à terme chutent de 12,75% en une demi-seconde. L'indice Dow Jones perd 10% d'un coup. Et donc, comme je l'annonçais, en l'espace de quelques minutes, il y a 853 milliards d'euros qui ont disparu. Les autorités et les opérateurs ont finalement décidé d'annuler toutes les transactions passées ce jour entre 14h40 et 15h, ce qui a permis à Wall Street en fait, de terminer la journée avec une chute qui a été limitée à 3,2%. Vous avez donc compris à travers ce fait réel que cette colossale perte d'argent n'est due à autre chose qu'à des ordinateurs hyper performants, dotés d'algorithmes capables d'effectuer de façon automatisée des opérations très sophistiquées dans des temps extrêmement courts. Car tout l'enjeu, c'est d'aller beaucoup plus vite que les concurrents
dans les achats et ventes de titres. Ainsi, on passe des millions d'ordres de vente et d'achat dans des laps de temps de l'ordre de la microseconde, en jouant sur les écarts infimes de la cote de certaines valeurs d'une place financière à l'autre. Alors, ceci permet donc de gagner beaucoup d'argent en multipliant les petits bénéfices par le très grand nombre de transactions effectuées par les marchés, par les machines sur le marché. Cette pratique, elle est née aux États-Unis à la suite de l'informatisation des ordres sur le marché financier dans les années 70. Mais elle n'a pris réellement son essor qu'au début des années 2000. C'est ce qu'on appelle en fait les transactions à haute fréquence, donc le high frequency trading, ou encore le trading algorithmique, voire l'algo-trading pour les spécialistes de la contraction des mots. Dans la réalité, ce qu'on appelle aujourd'hui le trading algorithmique se compose de deux activités. Il y a les opérations de bourse assistées par des algorithmes qui anticipent et favorisent les opportunités de bénéfices, en informant par exemple les traders avec des graphiques, des alertes ou des traitements automatiques. La deuxième composante, c'est le trading automatisé qui utilise en fait des automates comme agents autonomes effectuant des transactions de manière extrêmement réactive selon des algorithmes et des stratégies qui sont paramétrées. Les partisans du trading algorithmique mettent en avant au moins 4 arguments en faveur de cette technique boursière. Les plateformes les plus automatisées, comme le Nasdaq, sur le marché des valeurs technologiques aux États-Unis, ont gagné des parts de marché par rapport à celles qui le sont moins, comme par exemple le New York Stock Exchange. Alors les économies d'échelle réalisées ont contribué à la fois à diminuer les commissions sur les opérations et à consolider en fait les places boursières grâce à un rapprochement entre les bourses. Le deuxième argument met en avant les bénéfices procurés par cette technique aux investisseurs. Pour les traders à haute fréquence, comme on les appelle, donc, elle accroît la liquidité sur le marché financier. Cela signifie donc qu'il est plus facile d'y échanger des valeurs, ce qui rend le marché plus attractif pour les investisseurs. Le troisième argument avancé est la réduction des spreads, c'est-à-dire les écarts ou la différence entre le prix auquel un acheteur est prêt à payer un instrument financier et le prix auquel un vendeur est prêt à le vendre. D'autres arguments ont été donnés, notamment par la Réserve fédérale américaine, la Fed, qui estime que ces opérations facilitent en fait la stabilité des devises. Aux États-Unis, aujourd'hui, 75% des institutions financières et 95% des traders institutionnels utilisent des stratégies de trading algorithmique. L'Europe, aujourd'hui, est en retard, on peut dire ça, en la matière. Bien que nous sommes en train en fait, d'avancer rapidement vers les 45% de volume quotidien traité par cette technique. Les enjeux financiers sont considérables puisque les statistiques ont montré que 2% des 20 000 firmes de trading américaines qui utilisent cette technique ont réalisé en fait en 2008 un bénéfice de 21,8 milliards de dollars. Alors, le point de départ de la mise en place de cette technique partait pourtant d'un bon sentiment, car on ne voulait pas des monopoles des places financières dans le domaine de la spéculation. Mais l'usage qui en a été fait par la suite est considéré comme strictement contre-productif pour l'économie réelle et pour les investisseurs financiers eux-mêmes. Les techniques sont donc très critiquées aujourd'hui, à la fois par les autorités de réglementation que par les économistes ou nombre d'investisseurs. Car dans la pratique, elles menacent l'intégrité du marché dès lors que des stratégies de trading sont détournées de leur objectif initial pour être utilisées à des fins de manipulation de marché. Alors ces critiques trouvent d'ailleurs une légitimité grâce ou à cause d'une autre pratique tout aussi controversée appelée quote stuffing. Il s'agit en fait littéralement d'un bourrage de carnet d'ordre, c'est-à-dire une opération très agressive qui consiste à envoyer des séquences d'ordre très rapides, à une fréquence pouvant atteindre des dizaines de milliers d'ordres à la seconde.
Alors qu'un moteur de passage d'ordre classique qui existe sur le marché traite en tout et pour tout 200 ordres par seconde. Alors, ce qui est choquant dans cette pratique, c'est qu'il n'y a aucune rationalité économique apparente derrière ces opérations. Aucune. Alors, beaucoup de ces opérations ne sont réalisées que dans le but de dissimuler des très gros ordres découpés en de multiples petits ordres pour éviter un effet d'impact sur le marché. Alors, le taux d'annulation enregistré sur ces ordres, chez certains opérateurs, atteint 98%. Alors, ce qui explique clairement un objectif manifeste de ralentir des concurrents et une volonté de masquer des stratégies de trading. Alors, c'est la raison pour laquelle ces pratiques sont considérées comme des tentatives de manipulation. Ce genre de transaction nécessite des moyens technologiques très sophistiqués, machines et équipements réseau ultra rapides, algorithmes ajustés en permanence, hébergement au plus près des serveurs boursiers, etc. Pour accéder le plus rapidement possible au carnet d'ordre, alors la bande passante devient une ressource rare et incontournable. Par conséquent, le bourrage rapide des carnets d'ordre sur le marché peut saturer en fait une plateforme boursière et donc empêcher les concurrents d'accéder à cette plateforme. Dans le sillage du code stuffing qu'on vient de voir, il s'est développé en fait ce qu'on appelle les dark pools. Alors, c'est-à-dire des plateformes électroniques privées, opaques, qui permettent d'effectuer des échanges de manière complètement anonyme et sans contrôle des autorités. Alors, les échanges opaques, les études ont montré que les échanges opaques ont représenté en 2012 près de 7% du nombre total des titres échangés. Ils bénéficient de l'essor et de la sophistication croissante de l'algo-trading. Enfin, la dernière pratique qui est très critiquée par les autorités de régulation boursière est une forme particulière de trading à haute fréquence créée en été 2009 et qu'on appelle le flash orders. Alors, tenez-vous bien, par cette pratique, les bourses autorisent certains clients, contre commission bien sûr, à regarder brièvement les ordres avant qu'ils ne soient placés et orientés vers des plateformes rivales. En un mot, il s'agit pour certains d'un délit d'initié légal. Et donc une pratique qui fausse clairement les fondements du marché libre. Toutes ces critiques que nous venons de voir demandent donc des mesures urgentes dans le cadre d'une moralisation de la finance. Mais le problème est qu'à ce jour, près de 70% du volume des 10 milliards d'échanges quotidiens sont réalisés sur les différentes places boursières, aux États-Unis notamment, grâce à cette technique. Autant dire que le point de non-retour est dépassé depuis très longtemps. Alors, quelle est la position des régulateurs du marché financier sur les manipulations autour du trading algorithmique? La bonne nouvelle est que ces régulateurs reconnaissent qu'il y a un problème sur lequel il est nécessaire en fait de s'y pencher. Les mauvaises nouvelles, puisqu'il y en a plusieurs, sont les suivantes. D'abord, les régulateurs estiment qu'il est difficile de deviner les intentions, qu'elles soient malveillantes ou non, d'une société ou d'un individu dans ce type d'activité. En résumé, pour eux, les manipulations autour du trading algorithmique sont difficilement détectables. Pourtant, il est clairement établi que beaucoup de sociétés ne pratiquent ces opérations que pour profiter des anomalies du marché. La seconde mauvaise nouvelle est que pour surveiller, par exemple, le code stuffing, le type de solution technique à mettre en place est connu, car il s'agit simplement d'analyser en temps réel de très importants flux de données afin d'y détecter les événements particuliers. Mais il semble que cela coûte très cher, pour une finalité peu évidente. Qui plus est, il risque de remettre en cause le modèle économique de ces opérations. La mise en place d'un outil de surveillance n'est donc pas un objectif de court terme. Ce qui paraît étonnant, c'est que tout le monde est conscient des deux risques principaux engendrés par le trading algorithmique, à savoir le risque d'erreur lors des opérations et le risque de rendre l'accès au marché complètement inéquitable, car favorisant les grands intervenants.
Les exemples bien connus au niveau des erreurs humaines sont encore frais dans nos mémoires. En 2002, l'indice Dow Jones des valeurs industrielles avait chuté de 100 points quand un courtier de la banque Bear Stearns avait entré par inadvertance un ordre de vente de 4 milliards de dollars au lieu de 4 millions. Alors, compte tenu de la vitesse des opérations, plus de 600 millions de dollars d'actions avaient été échangés avant que l'erreur ne soit détectée. Un autre exemple, en 2003, toujours aux États-Unis, une société de trading américaine était devenue insolvable en 16 secondes quand un de ses employés s'était trompé dans une opération. Pour conclure cette présentation, posons-nous la question de l'utilité d'une bourse. Elle est censée, à mon sens, apporter des capitaux aux utilisations les plus productives, comme le fait d'aider les sociétés innovantes à lever des fonds pour financer leurs idées et développer leurs affaires. Or, les sociétés qui pratiquent le trading algorithmique sans rationalité économique, qui empêchent d'autres sociétés à accéder à des carnets d'ordre sur le marché financier, qui créent en fait de la valeur artificielle ou factice et qui passent des ordres en rafale pour contourner des plafonds d'ordre, eh bien ces sociétés, pour moi, ne contribuent guère à l'amélioration de la fonction sociale d'une bourse. Tout cela me semble être une façon de tricher avec le principe général de l'économie de marché. C'est donc une délinquance financière qui mérite un jour d'être sanctionnée. Merci pour votre attention.